Bonjour et bienvenue dans cette capsule Interaction lumière et matière. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, deux problèmes s'opposent aux scientifiques de l'époque. Le premier concerne les spectres d'émission et d'absorption des corps purs dont on ne trouve pas d'explication théorique. On ne comprend pas la concordance entre les raies d'émission des corps et les raies d'absorption de ces corps. Le deuxième problème était le profil spectral du corps noir, ce corps qui absorbe toutes les radiations lumineuses et qui en principe n'en diffuse aucune. Planck et Bohr nous amènent à modifier notre conception sur les interactions entre la lumière et la matière. Tout d'abord, Planck introduit une constante H en postulant que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont discrets. Cela veut dire que la matière ne peut pas absorber ou émettre n'importe quelle quantité d'énergie. La matière échange des paquets d'énergie, ou quantum d'énergie, égal au produit de la constante de Planck, H, et de la fréquence de l'onde lumineuse. Autrement dit, l'énergie d'un quantum de lumière est proportionnelle à sa fréquence. Le coefficient de proportionnalité, H, donc la constante de Planck, vaut 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. On peut aussi écrire cette relation en fonction de la vitesse de la lumière, ou célérité, petit c, et de la longueur d'onde de la radiation, lambda, en mètres. Ce qui revient à écrire donc delta E égale H fois c sur lambda. Les unités sont celles utilisées officiellement, l'énergie en joules, la vitesse de la lumière en mètres par seconde et la longueur d'onde en mètres. Même si le joule est l'unité légale du système international, elle n'est pas très adaptée pour ces études atomiques. On va utiliser une unité d'énergie beaucoup plus petite, l'électron-volt. Par définition, un électron-volt égale 1,6 10 puissance moins 19 joules. Alors passons maintenant au deuxième grand événement de cette histoire. Niels Bohr, en 1913, propose une quantification de l'énergie des atomes. Il propose que les atomes ne peuvent pas posséder une énergie quelconque. L'énergie des atomes se distribue selon des couches ou des niveaux d'énergie. À partir d'un niveau fondamental, on peut alors trouver des niveaux d'énergie excités pour cet atome, ici le 2, le 3 par exemple. En revanche, il n'est pas possible que l'atome puisse avoir des niveaux d'énergie intermédiaires, par exemple entre le 1 et le 2. Par exemple, pour cet atome d'hydrogène, on trouve donc différents niveaux d'énergie, avec ici le niveau fondamental, E1, à moins 13,6 électronvolts. Terminons maintenant avec l'interaction entre la lumière et la matière. Voyons comment Bohr va pouvoir expliquer que la matière peut absorber ou émettre de la lumière. Prenons le cas d'un atome très simple possédant seulement deux niveaux d'énergie, E1 et E2. Cet atome va pouvoir absorber une quantité d'énergie provenant d'un photon, mais ce ne sera possible qu'à la seule et unique condition que le photon possède une énergie égale à la différence entre les deux niveaux d'énergie de cet atome, c'est-à-dire E2 moins E1. L'atome va pouvoir alors changer de niveau d'énergie et y rester plus ou moins longtemps, en fait quelques fractions de seconde. À partir de ce niveau E2, il va ensuite spontanément redescendre de niveau d'énergie, ici jusqu'au E1. Mais qui dit changer de niveau d'énergie, dit libérer de l'énergie, et cela se fera sous la forme d'émission d'un photon, c'est-à-dire de la lumière, qui possède la même énergie que la différence des deux niveaux d'énergie E2 moins E1. Voilà comment Bohr comprend en fait les interactions entre la lumière et la matière. Donc pour résumer, le passage d'un niveau d'énergie à un autre s'accompagne de l'émission ou de l'absorption d'un photon dont l'énergie, delta E, est égale à la variation de l'énergie qui sépare les niveaux d'énergie de départ et d'arrivée. La quantification rend compte du caractère discontinu des spectres d'absorption et d'émission des atomes.
À partir de la relation du quantum d'énergie, nous allons donc être capables de calculer la longueur d'onde de la radiation absorbée ou émise. Pour cela, il suffit d'exprimer lambda. Que ce soit dans le cas d'une émission ou d'une absorption, on aura lambda égale hc sur la différence d'énergie E2 moins E1. Attention dans ce cas-là à utiliser les unités légales. Terminons maintenant avec l'interprétation des spectres atomiques. On a compris que toutes les radiations qui peuvent être absorbées ou émises correspondent en fait à des différences de niveau d'énergie d'un atome. Prenons maintenant l'exemple de la raie H-alpha de l'hydrogène, celle qui se trouve à 658 nanomètres. Elle correspond à la transition entre le niveau E3 et E2. Ici, en fait, le photon va être émis puisque le niveau d'énergie passe de E3 à E2. Si on reprend la relation donc de Planck-Einstein, on va pouvoir donc calculer la longueur d'onde du photon émis à l'aide donc de la constante de Planck, de la vitesse de la lumière et des valeurs de ces deux énergies. On effectue l'application numérique en faisant attention à mettre les énergies en joules. Après calcul, nous trouvons une longueur d'onde égale à 6,58 10 puissance moins 7 mètres, soit 658 10 puissance moins 9 mètres, autrement dit 658 nanomètres. Nous pouvons donc identifier l'arrêt H-alpha, ici, sur ce spectre, et nous noterons également que plus la transition énergétique est grande, plus la longueur d'onde de la radiation absorbée ou émise est petite. Voilà, c'est terminé pour cette capsule Interaction matière et lumière.